Amandine Vernier, vous êtes chef de projet réglementation énergétique du bâtiment au sein de la DHUP et vous avez même pris la plume pour écrire ce décret. Bienvenue. Bonjour. Adam Soussana, vous êtes coordinateur du centre de ressources du programme ACTE au sein de la FNCCR. Bienvenue. Chongor Choukas, j'ai bien dit? Oui. Ouais, chouette. Vous intervenez aujourd'hui en tant que porte-parole de l'AICN, mais vous occupez également de nombreuses fonctions. Vous êtes directeur général de la ligne Property Management en Europe au sein de BNP Paribas et vous êtes également président de la PROMA. Bienvenue également. Christophe Rodriguez, directeur de l'IFPEB. Bienvenue aussi. Et Yannick Jacquemart, on se retrouve aussi, directeur Nouvelle Flexibilité Électrique, RTE, et puis Monsieur Ecowatt aussi, je crois. Seulement l'hiver, Monsieur Ecowatt. Pour l'instant. Vous avez chacun un micro? Amandine, on commence par vous. Le décret BAX, alors est-ce une contrainte ou une opportunité? Pour vous, on connaît la réponse. Une opportunité pour aller plus loin dans la décarbonation, c'est bien ça? Tout à fait. Si on reprend un petit peu les éléments, c'est évidemment une opportunité, puisque déjà au sens du décret, ce BAX, il nous permet d'avoir une meilleure connaissance de notre bâtiment, comme on l'a dit, via tous les dispositifs de mesure. Mais également, ça nous permet donc de mettre en place et d'automatiser des gestes d'économie d'énergie qu'on n'aurait pas forcément fait autrement. Donc, forcément, notre BAX, il permet de réduire les consommations énergétiques de nos bâtiments. Forcément, c'est une opportunité. Et tout ça, ça se fait, c'est des économies donc, qui se font directement après les travaux, à des coûts quand même relativement raisonnables et pour des longueurs de travaux qui sont assez peu importantes par rapport à d'autres travaux de performance énergétique, hein. Et puis, comme on l'a dit, ça permet d'atteindre d'autres objectifs déjà existants, éco-énergie tertiaire, plan de sobriété. Donc forcément, c'est là pas une contrainte supplémentaire, mais bien un moyen d'aller vers des objectifs déjà mis en place. Et puis, comme on l'a dit, ça permet évidemment d'équilibrer le réseau si on en a la possibilité. Et donc tout ça, mis ensemble, évidemment, ça nous amène vers de la décarbonation des bâtiments, heu, chose absolument, incontournable. Et puis, comme on l'a déjà dit, le décret, il impose également, une interopérabilité des composants, de notre BAX. Donc ça, c'est quand même, assez, entre guillemets «nouveau» et très important pour, la mise en place réelle dans les bâtiments. Et puis, étant donné qu'on a mis en place une inspection périodique, c'est également un levier pour vérifier que tout ce qui est mis en place est bien géré, bien paramétré. Cette inspection, elle permet aussi d'avoir des recommandations de travaux. Donc, si malheureusement on n'a pas quelqu'un sur place qui sait bien gérer son BAX, on va pouvoir avoir un appui, un soutien de professionnels. Et donc, c'est quand même une clé de réussite. Cette Quand même inspection, c'est vraiment tous les 5 ans et tous les 2 ans? tous les 2 ans, dès lors qu'on vient d'installer un BAX, qu'on remplace un système, qui est relié à notre BAX, puisque forcément ça modifie tout le paramétrage. Et ensuite, oui, tous les 5 ans pour vérifier qu'on n'a pas changé un usage dans le bâtiment qui aurait perturbé certains éléments du BAX et que tout fonctionne bien. Voilà. Et puis comme on l'a dit à maintes reprises, c'est évidemment des dispositions minimales. Donc il faut le voir comme une opportunité d'aller plus loin, de faire encore plus d'économies, d'installer des systèmes, encore plus performants pour, toujours plus d'économies. Aller plus loin, on commence. Le débat, ce n'est que le début. Il faut continuer avec les études supérieures, c'est ça? Yannick Jacquemart, pour vous, c'est également une opportunité, moins de consommation, mais aussi la possibilité de consommer au bon moment. C'est bien ça? Oui, absolument. Des choses que nos anciens connaissaient, mais qu'on a un peu oublié ces dernières décennies, puisqu'on avait une situation de suréquipement du parc électrique français. On a vu pour cet hiver des situations exceptionnelles et donc des problèmes de tension avec un mécanisme EcoWatt, mais qui n'est qu'une sorte d'airbag qui est fait pour servir qu'en cas d'urgence. D'ailleurs, on n'a pas eu à le faire grâce à la baisse historique de consommation qui a eu lieu, hein, sinon il y aurait bien eu des alertes. Et donc l'opportunité, c'est que globalement, il faut qu'on réapprenne, certes, à consommer moins, mais aussi à consommer au bon moment, c'est-à-dire que l'électricité, elle n'est pas disponible de la même façon à chaque moment. Historiquement, nos anciens, ils avaient développé de l'eau chaude sanitaire stockée la nuit, qui n'existe quasiment qu'en France, parce qu'il y avait un parc nucléaire qui fonctionnait jour et nuit, donc il y avait de l'électricité disponible, pas chère, la nuit. Ils ont fait l'exercice de design et de développer ça. Aujourd'hui, tout cela change. Et donc, c'est très important. J'ai quelques slides illustratifs si on veut éviter les longs monologues, s'ils y sont. On va regarder en régie. Si ça fonctionne. Non, pas encore. Mais
Alors d'abord, pour dire que sur l'équilibre du système électrique, le bâtiment, globalement, c'est très important. Hein. Un hiver, c'est 70% de la consommation, un jour ouvré. Et le tertiaire, c'est quasiment la moitié. Hein. Donc, c'est de l'ordre de 30% de la consommation électrique. Ce n'est pas du tout marginal. Ce que peut faire le tertiaire, c'est très important. Évidemment, réduction de consommation, pardon, mais aussi, effectivement, en positionnant bien. Et puis, ce que je vais vous montrer, c'est qu'aujourd'hui, la pointe de consommation du tertiaire, elle est en fin de matinée à 11 heures, avec une grosse montée tout le matin, qui correspond à la chauffe. Mais quand je regarde les prix, et c'est très frappant ce printemps 2023, mais ça va être une généralité dans les années qui viennent, les prix d'électricité, ils vont être durablement beaucoup plus bas en milieu de journée et tout l'après-midi. Alors c'est vrai au printemps, l'été, mais à la fin, ça va être vrai 9 mois sur 12, et puis peut-être même 12 mois sur 12. Donc d'ici quelques années, ça va aller très vite. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de photovoltaïque. Et ça, je voudrais que tout le monde le réalise bien, c'est-à-dire que les moments où on consomme, ils vont devoir changer. Ce qui a été fait dans les années 70 en consommant davantage la nuit, il va falloir qu'on consomme davantage l'après-midi en évitant les périodes de pointe. Les périodes de pointe, c'est plus des journées, c'est vraiment quelques heures le matin, quelques heures le soir. Et ça, c'est pour ça que le bac, c'est une opportunité, puisqu'on peut piloter, on peut apprendre, mais c'est une opportunité pour tout le monde, parce que pour le système électrique, ça évite de surdimensionner, finalement, on va mettre des pompes à chaleur, on va mettre des véhicules électriques, etc. Mais si on module comme il faut, on n'aura pas beaucoup de pointes en plus. Et pour autant, on aura plus d'électricité décarbonée et plus d'usage décarboné, c'est bien ça le but. Et puis pour l'occupant, c'est moins cher. Hein. Si je regarde les prix d'électricité depuis un mois ou deux, là quasiment, de toute façon, le moment le moins cher de la journée, c'est entre 14 et 16 heures l'après-midi. C'est plus la nuit, c'est pas à 3 heures du matin, c'est entre 14 et je vous parle pas de 2030, 2050, hein, des fois je le fais, mais là je vous parle d'aujourd'hui, 2023. Les prix les moins chers, ils sont l'après-midi. Et les pointes, elles sont très courtes, elles durent 2-3 heures maximum. Donc effectivement, si on a une flexibilité où on peut baisser sa conso pendant 2 heures, c'est gagné pour le système électrique, c'est gagné pour l'empreinte CO2, parce que c'est quand même dans les pointes que c'est le plus carboné, notamment à l'étranger. Et puis c'est gagné pour la facture, parce que c'est un vrai levier pour baisser sa facture. Et c'est gagné pour le confort. Parce que finalement, on ne perd pas forcément non plus en confort. On a le même confort. Oui. Le but, c'est qu'on ait le même confort, mais en gagnant sur ces 3 tableaux, c'est quand même pas mal. Et donc voilà, c'est ce que j'attends des BACS, pas que des BACS. Il faut que les fournisseurs fassent des offres, il faut que tout l'écosystème, on prenne collectivement conscience de ça. Mais effectivement, il va falloir apprendre à consommer différemment en évitant 9h le matin et 19h le soir. Merci Yannick. Tchongor Tchoukas, normalement, ce décret, vous le percevez comme un facilitateur et non comme une contrainte. Et on l'a préparé un petit peu ensemble. Pour vous, c'est un engagement vers la sobriété et pour les gestionnaires de bâtiments privés, c'est bien ça? Certainement, il faut un engagement parce qu'il faut exploiter cette technologie. Même si aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut automatiser beaucoup de choses. Mais c'est une opportunité, clairement, avec un potentiel. Mais comme chaque opportunité, c'est aussi une responsabilité, c'est un enjeu. C'est pour atteindre d'atteindre le potentiel de cette opportunité. J'aime bien parler en C, c'est une conformité. Et la conformité apporte des opportunités de optimiser sa consommation avec un C, son confort, avec un C, son carbone et son coût. Donc en fait, c'est un enjeu. Et cet enjeu, c'est de plus en plus global, et c'est comme d'ailleurs le décret prévoit l'interopérabilité, comme Yannick aussi l'a mentionné, que toute la filière et l'écosystème doivent se mobiliser. C'est aussi un enjeu d'un autre, c'est la collaboration. Et la collaboration, si les échanges ne sont pas fluidifiés, on ne pourra pas l'atteindre. Donc j'allais justement vous demander comment on peut y arriver finalement. Il y a certaines contraintes aussi, enfin pas contraintes, mais certaines choses à respecter, comme l'interopérabilité, des conditions pour que ça fonctionne bien. Quelles sont ces conditions-là en fait pour vous? L'interopérabilité. L'interopérabilité, bien entendu, parce que si on recrée des systèmes, le plus on digitalise, le plus on met la technologie qui ne sont pas interopérables machine to machine, dans ce cas-là, on va vivre dans plusieurs mondes et finalement, on ne va pas atteindre nos objectifs. La mise en échelle n'est pas possible, donc on ne va pas atteindre nos objectifs. Donc, ça, l'interopérabilité, c'est une chose. L'autre chose, c'est clairement les compétences. Les compétences pour exploiter, mais autant pour l'inspecter. À un moment donné, ce n'est pas juste un coût de passer le BACS,
mais de réussir son BACS. Ça veut dire, c'est pas à un moment donné, OK, j'ai installé, je suis conforme en 2025 parce que voilà, j'ai un BACS. Et qu'est-ce qui se passe en 2028? Qu'est-ce qui se passe avec le potentiel, la réduction d'énergie, de consommation énergétique, etc. C'est dans la durée. Donc, pour cela, il faut exploiter, il faut les compétences, donc il faut la formation. Et troisième enjeu, c'est le ROI, quand même. Parlons vrai. Il faut investir dans ces systèmes et il faut s'assurer qu'il y a des cas d'études, des cas de business. Il faut regarder le business impact pour que justement cette technologie soit juste à l'usage et qu'on arrive à le pérenniser. Vous n'avez pas parlé de la donnée, pourtant c'est important. Plus il y a de données et plus on est perdu, il faut savoir piloter la donnée et la bonne donnée. Comment on fait pour agréger ça en fait? Ça vient avec les compétences, bien entendu, c'est avec l'interopérabilité. Si on ne peut pas, si la sémantique, si la définition, le langage n'est pas le même entre la production de données et la consommation de données, à la fin, on ne peut pas exploiter les données, l'intelligence ne pourrait pas exister. Donc, tout à fait, les données découlent de les compétences. Il faut être capable de maîtriser les données et aussi les investissements. Si je vous donne un exemple très bête et après je donne la parole aux autres. Puissance. Si la puissance, on ne le définit pas bien, est-ce que c'est thermique, est-ce que c'est électrique, est-ce que c'est nominatif, est-ce que c'est effectif, à un moment donné, un cas d'usage, on va parler de différentes choses et on ne pourra pas atteindre nos objectifs. Donc, clairement, oui, les données sont cruciales. Merci Christophe, justement, tu prends la parole. On va un petit peu sur le terrain pour toi. Quand on a parlé du décret BACS, tu disais que c'était un muscle pour aller plus loin dans la gestion des consommations. J'ai repris, c'était parlant. Oui, tout à fait. Donc, la question qui est posée finalement, c'est est-ce qu'il y a des bénéfices? Évidemment qu'il y a des bénéfices au décret BACS. À l'ISPEB, on anime depuis plus d'une dizaine d'années des concours d'économie d'énergie. Où en fait c'est vraiment la sobriété sur le terrain. On mesure tous les mois des économies d'énergie dans des milliers de bâtiments et de gens qui se mettent en mouvement pour faire activer rapidement des leviers de sobriété, d'efficacité énergétique. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'en moyenne, les gens font 10 à 15%. Donc ça, c'est la moyenne qu'on constate depuis une dizaine d'années en économie d'énergie. Et il y en a certains, c'est assez dingue, ils arrivent à aller beaucoup plus loin, à 20%, 30%. Voire même parfois 40%. Et là, on se dit, wow, c'est incroyable. Et on sait pourquoi ils arrivent à... Et donc, c'est quand même un concours un peu sérieux. Donc, on mène des audits. Le top 20 est audité. Donc, on va sur site et on essaye d'enquêter. On mène une enquête pour savoir comment ont-ils réussi. Alors, finalement, le premier pilier qui émerge, c'est quand même l'humain. C'est quand même la coopération. C'est-à-dire que les gens qui gagnent, souvent, ils se sont parlé, ils se sont mis autour de la table. Et finalement, cette coopération, de façon un petit peu simplifiée entre l'exploitant et l'utilisateur, c'est souvent l'étincelle de départ qui va permettre une réappropriation du bâtiment et d'aller si loin en économie d'énergie. Et après, tu l'as très bien dit, il est vrai que très souvent, la GTB est le muscle de cette coopération, le muscle de cette ambition. Donc c'est un facteur de succès pour aller beaucoup plus loin en économie d'énergie. Les bénéfices, on en voit quelques-uns que je peux citer. Le premier, il a été mentionné, c'est le fait de comprendre, de se réapproprier son bâtiment, comment est-ce que je l'occupe, combien il consomme. Et ça a été dit à plusieurs reprises et je partage, dès qu'on comprend, tout de suite, il y a des bonnes idées qui viennent et tout le monde est capable de proposer des actions. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous inscrire au concours Q, vous verrez que tout le monde a des bonnes idées. Ensuite, le deuxième, c'est l'action. Donc là, il y a plusieurs pistes qui ont été mentionnées. Je parlerai juste un petit peu d'intermittence. L'intermittence, c'est ce mot savant pour dire que quand une pièce est vide, c'est un peu dommage de la chauffer, de l'éclairer, de la ventiler. C'est clair que quand on a un système automatique ou semi-automatique, c'est quand même un peu plus facile de gérer au plus près le juste kilowattheure au besoin, en fonction du besoin. Et puis le dernier, ça a aussi été mentionné, c'est qu'il y a des externalités positives. Il faut être vigilant à ne pas trop travailler en silo. Je vais donner un exemple très concret, la qualité d'air intérieur. Je vois des gens se mettre en ordre de bataille sur la QAI, ils font des plans d'action. Souvent, le plan d'action, il ressemble un petit peu à ce qui est en train d'être fait sur la partie efficacité énergétique. On a les mêmes problématiques de mesure, de monitoring, d'action, de régulation. Donc voilà, n'oublions pas qu'il y a des externalités positives à aller chercher avec le décret BACS. Ce sera sûrement intéressant de les explorer. Donc un super terrain de jeu, mais il y a quand même eu des ratés un peu avant. Donc est-ce que tu as des clés de réussite, toi aussi? Enfin, tu en as donné quelques-uns là, mais est-ce que tu as d'autres clés de réussite? Oui, alors je pense qu'il faut quand même se dire les choses. Le corollaire de ce que je viens de raconter, pour ceux qui l'ont identifié, c'est qu'il y a des bâtiments qui font un volume d'économie d'énergie qui est significatif. Donc la question qu'on peut se poser, c'est que faisait-il avant? D'ailleurs, parfois, je fais un trait d'humour, je dis il y en a qui ont réussi à ressusciter leur GTB. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de ressusciter parfois sa GTB dans certains cas de figure? Pour la simple et bonne raison qu'il y a un certain nombre de facteurs clés de succès pour que ça fonctionne. Donc non, ce n'est pas magique, ça n'est pas incantatoire, et d'ailleurs nombreux sont les professionnels aujourd'hui qui le savent parfaitement. Le premier point, je dirais qu'il faut se remémorer qu'une GTB, ça rend service.
Donc ça va rendre service à un exploitant, ça va rendre service à des utilisateurs. Et donc finalement, cette orientation service, elle est décisive dans la bonne conception et la bonne exploitation d'une GTB. 2 exemples rapides. Je mets en place des thermostats géniaux sur lesquels on peut faire plein de paramétrages, plein de réglages. Si les utilisateurs ne sont pas formés, ne savent pas utiliser les thermostats, ça va mal se passer. Deuxième exemple, j'ai mis en place une régulation incroyable avec des boucles de régulation complètement dingues qui prennent en compte plein de paramètres. Quand on s'est mis autour de la table, on était tous d'accord pour dire que c'était génial. Lorsque l'exploitant arrive, si l'installation est mal documentée, elle a mal été développée et qu'il n'y a pas de temps de passation de clés quand on a une rotation de contrat ou de formation, c'est sûr que ça a mal marché. Et en général, la meilleure façon de gérer les dysfonctionnements, c'est de chanter un peu les systèmes. Donc ça, c'est le premier point, d'être focus service. On rend service à qui, pourquoi, est-ce qu'on s'est donné les clés pour que ça marche. Le deuxième, c'est l'évolutivité. C'est-à-dire qu'un système, il va évoluer, il va vivre sa vie. Qu'est-ce que c'est pénible de ne pas pouvoir accéder à une information, accéder à une donnée. À la fois, on crée des sous-systèmes, etc. C'est la notion d'interopérabilité. Bon, c'est un peu le b.a.-ba de la conception. Tous les gens qui font de la conception savent qu'il faut un peu se projeter sur l'usage. Et ça, c'est vraiment un facteur clé de succès. Voilà pour les 2 premiers paramètres que je mentionnerai. Et le dernier, encore une fois, je vais faire un tout petit peu de jargonnage. On a parlé rapidement de rétro-commissioning. Moi, je ferai juste un pas de côté. On parle beaucoup de vérification périodique de GTB. En fait, pardonnez-moi, mais ça ne suffit pas. En fait, la GTB ne fait pas tout. Je vais vous donner un exemple très concret. C'est pas parce qu'une GTB a décidé qu'il allait faire 19 degrés dans une pièce qu'on va y arriver. Malheureusement, il faut équilibrer les réseaux hydrauliques, il faut désembouer, etc., etc. Donc, petite mauvaise nouvelle, la GTB ne va pas tout faire, c'est pas miraculeux, elle va pas avec ses petites pattes aller faire les réglages et les désembouages de radiateurs. Donc c'est pour ça qu'on aime bien à l'IFPEP parler plutôt de recommissioning, de re-réglage un peu global. Et en fait, la GTB, c'est un peu un cerveau. Derrière, il y a tout un tas d'éléments à activer, de l'hydraulique, de l'aérolique, de la thermique. Donc voilà, tout ça, ce sont des magnifiques beaux métiers qui appelleraient d'ailleurs peut-être un plan Marshall que tu as mentionné tout à l'heure. On le note. Un point que tu n'as pas rajouté, qui n'a pas encore été mentionné, c'est quand même l'humain, l'occupant quand même, parce que tu l'as un peu dit, mais l'occupant, en fait, c'est vrai que si on ne prend pas en compte ses besoins et qu'il n'ait pas le sentiment aussi de ne pas pouvoir piloter vraiment quoi que ce soit, c'est compliqué aussi. Oui, c'est un peu une mauvaise nouvelle, mais on est condamné à dialoguer, à se parler, à se mettre autour de la table, à discuter. Et effectivement, c'est pas incantatoire. Voilà, je l'ai mentionné quand je parle de ressusciter une GTB. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ressusciter des installations qui sont parfois extrêmement bien pensées, qui ont énormément de fonctionnalités possibles? Et là, évidemment, l'humain est tout à fait clé. Quand je dis l'humain, c'est toutes les parties prenantes dans l'exploitation d'un bâtiment qui sont évidemment essentielles. Et dans le confort, il est l'usage. En fait, le plus simple serait, si on pouvait se permettre, de ne pas consommer. Zéro confort, zéro coût, on ne chauffe pas, on n'éclaire pas. Voilà, sûr, donc c'est la il n'y a solution pas la plus zéro simple. carbone. Malheureusement, il y a un utilisateur, ou heureusement, je ne sais pas. En tout cas, il y a un confort. Si entre les C, il n'y avait pas le confort, on n'aurait pas besoin de GTC. Donc, dans le C confort, clairement, il y a l'usage, il y a l'humain, et tous les parties prenantes, aussi l'exploitant. Donc, ça veut dire, dans les compétences, il faut avoir la connaissance et la compréhension des systèmes qu'on met en place pour après les pérenniser et pas juste mettre en place quelque chose qui très vite va devenir obsolescent. Super, merci. Donc on voit bien qu'il faut bien le penser. On passe à l'accompagnement. Adam Susana, vous avez, je crois, mis en place et travaillé sur des actions d'accompagnement, justement, pour les acteurs. Vous pouvez peut-être nous en parler? Oui, Et avec peut-être plaisir. un peu réagir sur tout ce qui s'est dit. Oui, bien sûr, il y a plein de choses qui ont été dites déjà sur même les formes d'accompagnement qui peuvent être déployées. Donc en fait, juste pour nous resituer, donc nous on est ici avant tout pour représenter les collectivités qui en fait en termes de surface sont propriétaires de 40% du parc de bâtiments tertiaires en France. Donc il y a un gros enjeu pour aujourd'hui faire monter en connaissance et en compétence les collectivités sur ce décret BACS, notamment parce que jusqu'à sa révision, les collectivités étaient relativement peu concernées parce que les plus gros bâtiments ne sont pas forcément dans le parc tertiaire public. Mais maintenant que la révision a été opérée et que le seuil est aujourd'hui à 70 kW, à l'inverse, les collectivités sont très concernées. Donc, il y a un gros enjeu de monter en connaissance et de monter en compétence pour tous les acteurs, et notamment les acteurs publics. Donc, on est très heureux de voir que le ministère a publié son guide. Je pense que ça va être une ressource particulièrement utile pour les collectivités, notamment aujourd'hui. Nous, on se propose évidemment de s'en faire le relais et d'aider les collectivités à monter en connaissance là-dessus. Au-delà de cet aspect finalement connaissance, ressources qu'il faut déployer, il y a tout un aspect en fait formation aussi des professionnels dans le secteur public à ces enjeux-là, et notamment aux enjeux des GTB, des GDC, du commissioning, du rétro-commissioning. Et je pense qu'on peut identifier au moins 2 autres enjeux qui ont notamment été mentionnés
par Xongor, c'est d'abord le recrutement de personnes qui, dans le secteur public, vont travailler sur ces enjeux. Donc pour nous, en fait, c'est ce qu'on appelle les économes de flux que l'on finance à travers notre programme de financement pour les collectivités. Donc on finance ces postes. Aujourd'hui, on a un réseau de 300 économes de flux qui travaillent dans les collectivités et qui va beaucoup s'agrandir dans les prochaines années. Donc l'idée, c'est aussi de faire monter en compétence ce réseau-là pour qu'il puisse travailler sur ces questions et qu'il se serve du décret BACS comme d'un des moyens possibles pour atteindre les objectifs du décret éco-énergie tertiaire, qui est vraiment notre cœur de cible au sein du programme ACTE. Et le troisième enjeu, finalement, comme Xongor l'a dit aussi, c'est celui du financement. Donc aujourd'hui, les C2E permettent de financer en partie ces systèmes de GTB, GTC à travers la fiche BACTH 116. Il y a eu le coup de pouce cette année jusqu'au 31 décembre 2023 qui permet d'augmenter ce financement. Donc c'est particulièrement intéressant parce que nous, l'un des retours qu'on avait des collectivités qu'on accompagne, c'est qu'aujourd'hui, les financements ne sont pas suffisants pour que ce soit suffisamment intéressant d'installer ces systèmes, malgré le ROI qui peut être intéressant. Donc ces financements seront particulièrement cruciaux. Et évidemment, il y a tout le financement autour. Et là-dessus, c'est ce sur quoi on peut intervenir. Donc le financement de ressources humaines, le financement des études qui permettent d'installer la GTB et tout ce qu'il y aura autour de l'installation de ce type de système. Merci Amandine, je vous laisse la parole puisqu'on parlait tout à l'heure du guide d'accompagnement qui vient de sortir, mais il y a d'autres peut-être accompagnements, notamment financiers. Est-ce que vous... Oui, c'est bon. Oui, en effet, donc il y a ce guide quand même qu'on fait paraître. Donc, comme on le disait tout à l'heure, soyez relais de ce guide, parlez-en autour de vous pour qu'il soit le plus diffusé possible. On a quand même essayé de redétailler pas mal les fonctionnalités des BACS parce que c'est pas forcément très clair dans le décret peut-être pour tout le monde. On a essayé de détailler au maximum ce qui était vraiment attendu par ce décret, mettre des bonnes pratiques en plus pour aller plus loin. Maintenant, c'est un document qui est quand même voué à évoluer. Donc, si vous nous faites des retours, qui manquent des aspects, voilà, on est tout à fait preneur des remarques que vous pourriez avoir pour le mettre à jour et pour qu'il soit le plus clair possible pour tous. Hein. Et donc, pour le reste des accompagnements, comme le disait Adam, on a mis en place des C2E. Il y a des C2E qui sont en place pour la mise en place ou le renouvellement de BACS pour les mettre à des classes A ou B. Donc, ça va quand même plus loin que la réglementation. Et puis, il y a notre fameux coup de pouce qui vient quand même augmenter assez significativement les aides de 1,5 voire 2 fois plus d'aides que d'habitude. Donc, profitez-en jusqu'à décembre 2023. Merci Amandine. On a parlé justement des besoins et des attentes des collectivités. Xongor, quelles sont les attentes et les besoins des collectivités pour les propriétaires et gestionnaires de bâtiments ? Les gestionnaires parfois sont un peu perdus. Honnêtement, les collectivités aussi, je crois. Peut-être. Mais en tout cas, il y a des objectifs parfois un peu tendus qu'on doit atteindre. Et donc, pour cela, on doit fluidifier bien entendu les échanges avec l'interopérabilité, mais avoir, je reviens, les compétences. Sans ces deux facteurs, comment on arrive à atteindre 30% de plus des économies, c'est avec un engagement. Tu l'as dit. En fait, nous avons participé, on participe au concours Cube, pas seulement traditionnel, mais aussi flex, et ça nécessite beaucoup d'attention de nos équipes. Parfois parce qu'ils ne sont pas suffisamment formés, parfois parce qu'ils ne sont pas suffisamment outillés, ou parfois parce que dans le passé, ils n'ont pas eu les bonnes habitudes ou les bons process. Donc la meilleure économie, comme tu as dit Christophe, oui, c'est d'arrêter de gaspiller l'énergie. En fait, quand on fait 20% d'économie sans la technologie, ok, on peut se féliciter pour le présent, mais on pourrait se mettre en question pour le passé. Heureusement qu'on regarde dans l'avenir. Mais ce que je veux dire, que les enjeux pour les gestionnaires, c'est clairement d'être à l'auteur à tous ces enjeux qui sont créés par l'opportunité. Et je reviens à la première question. C'est avant tout, c'est une opportunité pour enfin faire face à tous ces enjeux de décarbonisation et de la sobriété qui est chère pour tous comme objectif.
Dans Sosana, vous avez mis en place, je crois, un accompagnement sur l'effacement et la flexibilité, avec notamment des solutions de pilotage. Vous pouvez peut-être nous en parler un petit peu? Oui, 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 avec plaisir. C'est vrai qu'en fait, ça fait un petit peu écho à ce qui a été dit dans les présentations juste avant, notamment sur comment aller plus loin, en fait, avec des BACS, et notamment sur cette partie flexibilité et effacement. Donc nous, cet hiver, on a beaucoup travaillé, donc notamment en lien avec RTE et les équipes de Yannick là-dessus, sur la question de comment est-ce qu'on peut faire de l'effacement électrique et développer la flexibilité électrique dans les bâtiments tertiaires, en particulier dans les bâtiments tertiaires publics. Donc on pense qu'aujourd'hui, les deux sont tout à fait en résonance. Donc d'une part, le décret BACS et les obligations réglementaires qui aujourd'hui s'appliquent de plus en plus au parc tertiaire public, et d'autre part, cette ambition de rendre le parc tertiaire public de plus en plus flexible et de plus en plus adapté à la production d'électricité décarbonée aujourd'hui. Donc l'accompagnement qu'on a déployé, il s'est fait à travers un de nos sous-programmes, donc le sous-programme FACT, qui permet aux collectivités d'être financées pour tout un ensemble d'actions qui leur permettent d'auditer leur parc de bâtiments pour savoir sur lesquels il serait intéressant de développer de la flexibilité électrique. Donc ce sous-programme finance déjà une vingtaine de collectivités lauréates qui sont un peu les pilotes là-dessus, donc qui regroupent autant des métropoles que des syndicats d'énergie, des communautés de communes, donc vraiment à des échelles très différentes et avec des bâtiments très différents, et qui permettent d'explorer comment est-ce que la flexibilité électrique peut être développée dans les territoires, notamment à travers des systèmes type BACS. Et un dernier point sur lequel je réagis là-dessus, c'est aussi en fait dans le cadre pour nous de ce sous-programme, on développe aussi en partenariat, donc là encore avec RTE, mais aussi avec le GIMELEC et l'IFPEB, la plateforme GoFlex, qui a aussi l'ambition en fait de connecter les sites tertiaires publics et privés sur lesquels on veut développer la flexibilité électrique avec les acteurs qui sont capables de valoriser économiquement ces capacités de flexibilité. Donc ça devrait être une brique très importante aussi pour développer cette flexibilité en lien avec les BACS aujourd'hui. Très bien, on a parlé donc de financement, de sensibilisation. On n'a pas parlé de formation. Qui souhaite dire un mot sur la formation? Christophe, sur le terrain. Il y a du boulot. J'essaie d'être synthétique. Non, mais je crois qu'il y a un défi quand même assez collectif. Il faut qu'on se regarde dans le miroir. Tout à l'heure, on a dit il y a des installations parfois sophistiquées qu'on voit sur le terrain qui mériteraient d'être réglées, reprises en main. En fait, pour la simple et bonne raison je pense qu'il y a un enjeu de montée en puissance collective. Et finalement, la question qu'on peut se poser, c'est dans mes effectifs, dans mon organisation, qui a ces compétences-là aujourd'hui? Qui sait bien concevoir une GTB? Il y a des acteurs sur le marché, hein. Mais voilà, force est de constater, il faut regarder froidement ce qui se passe sur le terrain, et on a parfois des difficultés à aller plus loin, aller plus vite. Donc je pense que, voilà, très humblement, il y a un défi de montée en puissance collective de la maîtrise de la mise en œuvre de ces installations sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Il y a des acteurs extrêmement compétents, extrêmement motivés qui sont réunis aujourd'hui, mais voilà, je vous propose un petit peu ce constat-là, et puis de se dire qu'on a la responsabilité collective de faire du décret BACS une réussite. Donc voilà, c'est le défi qui s'ouvre. Yannick, on parle du futur, mais on va faire un petit retour en arrière, puisque les slides sont bonnes, si jamais vous voulez... Rapidement, mais voilà, j'ai déjà présenté ça, mais sur une journée d'hiver, la consommation électrique française, ça ressemble à ça aujourd'hui, avant les efforts de sobriété, on va dire. L'industrie, c'est la grande bande rouge, donc ça fait jamais que 15% du total, quasiment, hein. Tout le vert, c'est le tertiaire, tout le bleu, c'est le résidentiel. Alors avec des bandes claires qui sont le chauffage, c'est un jour très froid, hein, mais voilà à peu près où on en est. Si je zoome sur la courbe de charge du secteur tertiaire, alors pas cet hiver, mais on va dire mais l'hiver d'avant, ça ressemble à ça, avec quand même un pic à 35 gigawatts. Vous voyez, à 10-11 heures du matin, 35 gigawatts, c'est beaucoup, hein, c'est plus du tiers du record de la conso française. Hein, pour vous fixer les ordres de grandeur, un réacteur nucléaire, c'est 1 gigawatt. Hein. Donc, si j'en avais 30, je serais content des fois. Donc, c'est tout à fait majeur. Puis, vous voyez cette forme. Donc, d'où notre enjeu, c'est quand même d'arriver à lisser un certain nombre de choses. Et puis, alors, j'ai mis ça que j'ai posté récemment sur LinkedIn, mais qui sont des extraits. Alors, moi, j'aurais pu prendre d'autres jours, c'est pas du tout. Mais ça, c'est les prix. Ce printemps, enfin, il y en a même un jour de février. Vous voyez la forme. Alors, les niveaux sont différents, naturellement, suivant les saisons. Les prix ne sont pas au même niveau, mais la forme, elle est caractéristique. Et cette forme de base, on l'aura quasiment tout le temps, et on l'aura de plus en plus parce que le photovoltaïque se développe. Et cette forme, c'est quoi? C'est une pointe le matin, une pointe le soir et un creux l'après-midi, alors plus ou moins marqué suivant les saisons. À gauche, c'est des week-ends, donc forcément le week-end, vous allez me dire dans le tertiaire, ça vous concerne moins, ça dépend des bâtiments tertiaires, hein. Il y a du commerce, il y a plein de choses, mais l'après-midi, l'électricité est quasiment gratuite, là, hein, les week-ends de printemps. Mais les jours de semaine, vous voyez ce creux l'après-midi. Donc
tous les nouveaux usages type véhicule électrique, même dans le tertiaire, placez-les là, la production de froid. Et puis, moi, j'invite, alors j'essaye de trouver des éléments de langage, parce que EcoWatt, le but c'est que ça sert le moins possible, donc j'essaye de travailler sur les solutions en amont qui vous rapportent aussi, enfin pour les propriétaires des occupants, les locataires, qui soient rémunérés. Donc le but c'est de développer cette flexibilité la plus appropriée possible. Donc je vous propose la réflexion suivante, c'est dans les consommations, lesquelles sont directement décalables, donc c'est typiquement le cas des véhicules, de tout ce qui se recharge, etc. Il y a de plus en plus de choses sur batterie, donc ça c'est décalable, on peut les mettre dans les trous. Qu'est-ce qui est modulable? Les pompes à chaleur, le chauffage, la ventilation. Alors je sais qu'il y a des points de réglementation sanitaire, il faut qu'on regarde globalement, mais moduler sa ventilation pendant 1 ou 2 heures, si on a bien refait son renouvellement d'air juste avant, je pense que c'est faisable. Donc voilà, mon message simplement à retenir, c'est les pointes, c'est très ponctuel, c'est quelques heures. N'allez pas imaginer qu'il y a des journées rouges qu'il faut absolument éviter, c'est quelques heures le matin, quelques heures le soir. Et quand je vois la courbe de charge initiale du tertiaire, je me dis que y a matière à faire des choses. Déjà, éviter la pointe du soir. On peut couper plus tôt. Ça, c'est la sobriété, c'est de l'économie d'énergie. C'est bon pour tout le monde. On peut couper plus tôt avec l'inertie. Pas besoin de chauffer jusqu'à ce que le dernier occupant soit là. On peut couper le chauffage 1 heure avant. C'est pas forcément idiot. La ventilation, je sais qu'il y a des réglementations qui sont sur des moyens aujourd'hui. Il faudra voir sur le résultat. Mais voilà. Et sur le reste, durablement, ce que je peux vous dire, c'est que cette forme-là, vous l'aurez en 2026, en 2027, en 2028, en 2029, en 2030. Parce que c'est le sens de la transition énergétique. C'est la même adaptation que celle qui a été faite dans les années 70-80 en se disant tiens, maintenant il y a du nucléaire, il y aura l'électricité disponible la nuit. Ce n'était pas le cas avant, on arrêtait les centrales avant. Donc c'est ça la transition énergétique, c'est un changement de fondamentaux. Il faut le faire à l'amont, à la production, à l'aval, dans les bâtiments. Et les BACS, c'est un formidable outil pour faire ça. Ce n'est pas une finalité, c'est un moyen. Et tu gardes la parole, Yannick, puisque on va justement dans le futur, 26, 28, etc. Mais quels sont aujourd'hui, d'après toi, les prochains, non pas le coût de l'énergie, mais ça peut être aussi une... À le niveau des prix, je ne me prononce pas, je reste assez prudent. Je vous parle de la forme, c'est déjà pas mal. Mais quels sont les nouveaux usages du futur, notamment, je pense aux véhicules électriques. Est-ce qu'on peut dès à présent penser à plus tard, en fait, pour adapter oui, bien tout sûr, le bien système? sûr. Non, on est dans un moment, moi je dis régulièrement, mes équipes se moquent de moi, me trouvent un peu trop emphatique, mais je trouve que c'est un moment historique. C'est un moment historique parce que, certes, les prix de l'énergie ont atteint cet hiver des niveaux problématiques, c'est pas de ça dont je parle, mais c'est historique parce qu'on change la nature du mix, donc vous voyez la forme. On change aussi les usages, puisqu'en fait, les nouveaux usages d'électricité, c'est beaucoup des choses qui sont stockables. Ce n'est pas de l'éclairage, de la cuisson, du chauffage direct. Ce sont des choses qui ont une inertie, alors plus ou moins grande. C'est pour ça que je parle de modulable sur 2-3 heures ou carrément décalable. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses sur batterie. On parle du véhicule, alors chacun imagine une voiture, c'est pas forcément une voiture, ça peut être un vélo, etc. Moi, j'ai pas de religion là-dessus. Ça peut être tout ce qu'on veut, ça peut être les ordinateurs, c'est plus faible puissance, mais dans l'industrie, dans le tertiaire, il y a des Fenwick, ou je sais pas quoi, je ne vais pas citer de marque, mais enfin, il y a plein d'appareils qui se chargent. Toute l'industrie de la logistique, c'est beaucoup de choses qui sont sur batterie de plus en plus. Donc, des appareils sur batterie, il y en a des tonnes, et c'est ça qui se développe. Donc, on a des nouveaux usages qui offrent des modalités de pilotage extrêmement puissants, beaucoup plus importants que par le passé. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut charger tous les véhicules que l'après-midi. Je sais bien qu'il y a des gens qui roulent le matin, etc. Mais ça se module suivant les usages. On a le numérique qui permet de programmer ça. Je dis simplement, la flexibilité, ce n'est pas forcément des choses au dernier moment. L'essentiel de la flexibilité, c'est du programmable à l'avance, avec un schéma de base, et après on l'adapte en fonction des circonstances. Quelques jours avant, on peut ne pas avoir de vent, on peut avoir autre chose. Paf, on enclenche un nouveau niveau. Il y a 2-3 niveaux de flexibilité. Le dernier, c'est celui dont on a parlé cet hiver, c'est EcoWatt, c'est le mode d'urgence. Mais avant le freinage d'urgence, normalement, on a des freins, on a de l'inertie, on ralentit, il y a plein de choses à faire avant. Et plus intéressante pour tout le monde, nous, notre rôle, ce n'est pas d'activer des tonnes d'EcoWatt. Et vous, si vous rendez un service de flexibilité, c'est d'être rémunéré pour, et ça vient en plus améliorer le ROI des BACS. Je voudrais juste réagir sur l'aspect, la dimension un peu collaborative. Et donc, pour être capable de flexibiliser la consommation, il va falloir quand même réconcilier plusieurs acteurs intervenant, soit les gens qui sont postés, l'utilisateur qui a besoin à un moment donné de l'énergie. C'est pas un problème de décaler si on l'informe, si on se met d'accord, mais ça ne revient pas à un seul décisionnaire, ni le propriétaire, ni l'utilisateur, ni le gestionnaire, ni l'expert, ni l'équipementier, ni l'inspecteur. Donc à un moment donné, il va falloir, et c'est ça, on le sait, je ne dis rien de nouveau, c'est la seule chose que cette
cette dimension devienne encore plus importante et pondérant dans le succès de notre enjeu. Et donc l'AICN, au sein de l'AICN, justement, qui s'appelle Alliance immobilière pour la convergence numérique, c'est plusieurs acteurs, 17 associations qui se sont réunies en signant un accord pour coopérer sur la fluidification des échanges selon des cas d'usage très précis. C'est le plan pluriannuel. Les BACS vont devoir aussi, on peut les mettre dans les plans pluriannuels, mais ça relève justement de réunir tous les parties prenantes autour de la table et se mettre d'accord. Et donc, c'est un enjeu aussi de collaboration. Oui, absolument. Et si je peux renforcer ça, je suis ici pour ça, déjà pour que chacun réalise. Après, vous allez me dire, mais ça ne marche que si j'ai un prix différent, moi aussi, dans mon tarif, l'après-midi que le matin, etc. Et donc, l'enjeu, c'est aussi de travailler avec toute la filière, les fournisseurs, les agrégateurs d'effacement, etc., pour que ces signaux de marché, on les voit là. Donc, c'est un peu le travail qu'on entreprend, c'est-à-dire de faire cette pédagogie, puisque si ça ne vient pas tout seul, il va falloir qu'on en parle. C'est un peu comme la sobriété cet hiver, tout le monde a fait moins 10%. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu quand même une forte impulsion politique, il faut quand même se le dire. On a pu dire tous ensemble, oui, tant pis, on sera à 19 dans les bureaux. Avant, on se disait oui, on se souvient qu'il y a cette règle, mais voilà, personne ne l'appliquait. Il faisait moins chaud dans les bureaux cet hiver que l'hiver d'avant. Je pense que ça, c'est clair pour tout le monde. Et c'est bien l'action collective qui l'a permis, à la baille du bâtiment, mais aussi globalement et politiquement. C'est pour ça que je me permets d'insister. Je sais que ça ne va pas se faire en 2 jours, mais ça me paraît fondamental dans les 2, 3, 4 années qui viennent qu'on lance tout ça, à la fois à la maison, parce que ça vaut au domicile aussi. Il ne faut pas recharger son véhicule à 19h en rentrant le soir, pas plus qu'à 9h en arrivant au bureau. Mais il faut qu'on l'apprenne tous, il faut que ça devienne des réflexes, et ça veut dire qu'il faut qu'on développe la technologie qui va avec, les offres qui vont avec, et que ça devienne naturel que l'électricité, on limite au nécessaire à 19h et à 9h le matin, c'est tout. Merci. C'est bon pour vous? On peut peut-être passer aux questions dans la salle. Merci à vous pour vos interventions. On peut vous applaudir. Hein. Y a-t-il des questions dans la salle? Profitez-en. Pascal, et si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour Pascal, il y a Pascal Poggi. Voilà, mais tu peux dire qui tu es. Bonjour, Pascal Poggi, je suis journaliste. Il y a dans le décret BACS un aspect dont vous n'avez pas parlé pour l'instant du tout, c'est l'obligation de comparer un bâtiment à une sorte de moyenne d'un parc représentatif, et j'ai aucune idée de la manière dont on peut trouver cette moyenne. Alors, justement, dans notre merveilleux guide, on a détaillé cet aspect. L'idée, c'est d'essayer de se baser sur des valeurs réglementaires, donc des valeurs de bâtiments pour la réglementation thermique existante, pour la réglementation neuve, pour le diagnostic de performance énergétique. Dans chacune de ces réglementations, on a des valeurs données de référence pour différentes catégories de bâtiments. On a éco-énergie tertiaire maintenant, qui nous donne quand même des valeurs un peu à atteindre pour différentes catégories de bâtiments. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir se situer par rapport à eux, voir si on est mieux que la moyenne, vraiment beaucoup moins bien que la moyenne, et du coup, pouvoir savoir si on a encore un gros gisement d'économie d'énergie possible, ou si, au contraire, on fait déjà beaucoup. Voilà. Il y a plusieurs questions dans la salle. Je vois les mains se lever. Au milieu, en haut. Ah, pardon, je ne vous avais pas vu. Bon, pardon. je vous en prie. Bonjour, Francesco Amari, Delta Q. Je voudrais poser une question concernant l'API qui a été mise à disposition. Donc l'API, c'est un échange de protocole de communication en octobre dernier par RTE pour nous donner le signal EcoWatt. Aujourd'hui, nos ingénieurs travaillent sur l'interaction réseau privé, donc effectivement batterie, véhicules électriques, panneaux photovoltaïques. Est-ce que RTE a prévu de mettre à disposition une API en collaboration avec le décret BACS pour nous permettre de savoir quand est-ce qu'il y a des ENR disponibles, quand est-ce que c'est le mieux de consommer de manière automatisée? Ouais, très belle question. Merci pour la question. Alors, le seul souci, c'est que RTE n'a pas le monopole de toutes les informations. Il y a quand même ce que je vous montre, ce sont des prix établis par des bourses et des acteurs indépendants. Donc,
on peut répercuter, si le signal RTE marche mieux que le signal des bourses, on peut répercuter les prix, mais ce n'est pas nous qui les créons. Donc, c'est une grande réflexion en interne. Ce qu'on va probablement faire, c'est indiquer des niveaux, effectivement. Aujourd'hui, EcoWatt est ouvert, et tant mieux. Hein. C'était fait pour gérer les alertes, il n'y a pas eu besoin, tant mieux. C'est pour donner des espèces de niveaux de vert, si on veut, des moments qui sont plus verts que d'autres. L'électricité est toujours très majoritairement décarbonée, mais il y a quand même des moments où il y a beaucoup plus de renouvelables, en tout cas où elle est plus abondante que d'autres, on va dire, l'électricité décarbonée. Donc oui, on fera évoluer EcoWatt sûrement à la rentrée, c'est en train de mûrir, mais le plus efficace par rapport au business model, hein, c'est quand même de regarder les écarts de prix, et les prix, ils sont disponibles. Alors je vais regarder s'il y a une API, mais ils sont disponibles sur le site de PowerNext. Là, c'est Economics, il faut qu'on regarde, mais on peut aussi vous transmettre ça, c'est des prix horaires ou autres. Donc on va regarder, mais je comprends. Si RTE est un bon canal, on va essayer de l'utiliser, mais voilà, on va essayer d'enrichir un petit peu. Il ne faut pas qu'on aille sur les plates-bandes, puisqu'il y a une régulation du système électrique. Nous, on a la partie régulée, il y a une partie dérégulée. Nous, on ne doit pas agir dans le marché, donc il ne faut pas qu'on intervienne trop dans cette partie-là. Tu nous tiendras informés des évolutions, Yannick. Bien volontiers, bien volontiers. Une question. Oui, bonjour, Olivier Mijan, c'est Tech Bâtiment. Dans la flexibilité énergétique, vous avez évoqué justement tout ce qui est capacité d'effacement et de valorisation, sans parler trop de smart grid ni de microgrid, et des freins réglementaires que le distributeur qui n'est pas présent ici pourrait nous imposer en termes de justement conception de ces réseaux. Alors, est-ce qu'un jour Enedis sera invité à cette table ronde, et comment on pourrait faire fléchir ces gens-là? On y pensera pour la prochaine. Je ne veux pas répondre à la place d'Enedis naturellement, mais ni paraître opposé à mon collègue distributeur et partenaire distributeur avec lequel on travaille très bien. Moi, mon sujet, c'est la transition énergétique globale. Donc, à la maille locale, tout ce que les gens peuvent faire, c'est très bien. Mais je regardais ce matin ce qui a été développé l'an dernier en photovoltaïque. Il y a eu 2,5 gigawatts, quasiment 2,4 gigawatts installés en 2022 de photovoltaïque. Hein, c'est quand même pas si mal. Et quand je regarde la nature et où est localisée cette production, alors elle est un peu partout en France, un peu plus dans le sud que dans le nord quand même, on en trouve partout en France, mais surtout en termes de réseau, on la trouve en HTA, c'est des parcs, ce sont des parcs qui font plusieurs mégawatts, qui s'installent essentiellement, il y a un peu sur toiture, etc. Mais même la nouvelle loi d'accélération renouvelable qui impose de faire du photovoltaïque sur les ombrières, c'est quand même de la puissance assez importante, et ce n'est pas juste à côté des logements et des habitations. C'est à côté des centres commerciaux souvent, ou des zones commerciales, mais ce n'est pas si évident que ça qu'on ait toujours de l'autoconsommation. Donc, de la même façon, les prix que je vous montre là, ce n'est pas que le photovoltaïque français qui fait ça, c'est beaucoup le photovoltaïque allemand, espagnol, etc. Donc, c'est cette plateforme d'échange que constitue le réseau de transport qui permet de bénéficier de ces énergies renouvelables où qu'elles soient. Donc, ce n'est pas pour opposer au microgrid. Hein. Moi, je suis dans une logique où tout s'ajoute. Hein. Je suis contre personne et pour tout ce qui est décarboné, sérieusement, parce que sinon, on a des débats assez stériles. Mais ça va pas suffire. Ce qui arrive comme renouvelable, c'est de l'offshore, c'est du parc PV en agri-photovoltaïsme, mais il n'y a pas de consommation à côté. C'est du parc PV sur des zones qui sont déjà artificialisées, mais il n'y a pas forcément toujours la consommation juste à côté. Donc, si vous voulez, je suis pour le local quand ça a du sens. Pour l'électricité, je crois que ce qui compte, c'est l'économie du partage. C'est le fait que ce soit connecté et qu'on partage suivant les moments et suivant les lieux. L'économie, elle est là, sachant que, on ne le sait pas, mais transporter l'électricité sur 1000 km, c'est 1% de perte. Donc, ce n'est pas ça qui joue. Hein. Il n'y a pas de gaspillage dans la perte, etc. Ça n'émet pas de CO2. On peut trouver que les lignes, c'est moche, ça, je peux l'entendre. Il y a un enjeu métal, je l'entends. Mais voilà. Donc, tout ça pour dire, voilà, la transition énergétique, si on veut bien la réussir, et en étant sobre sur les ressources qu'on utilise, il faut qu'on reste dans l'économie du partage. Et donc, il faut tout mutualiser. Il y a encore 2 questions, on prendra peut-être une dernière. Bonjour, Samir Mekras pour le département du Nord. J'ai noté tout à l'heure que vous disiez que la réglementation imposait à minima une classe C, sachant que le C2E, quant à lui, impose une classe B. Ça veut dire qu'on n'a pas de C2E ni de coup de pouce si on est en classe C, et donc en standard. Nous, au département du Nord, donc on a dans notre marché d'exploitation et de renouvellement et de dégradation de nos GTB imposé une classe B, justement pour les coups de pouce, etc. Donc j'aimerais avoir cette précision, parce que ça me perturbe un peu.
Vous avez tout à fait compris. En fait, les C2E ne financent jamais ce qui est réglementairement obligatoire. Donc, c'est pour ça que là, il faut forcément aller plus loin que la réglementation pour pouvoir bénéficier de ces C2E. Maintenant, dès lors que dès lors que l'installation coûte trop cher, on a toujours l'exemption liée au temps de retour sur investissement qui permet d'être exempté de l'obligation d'installation du BAX. Si jamais vraiment on a un projet qui est trop onéreux. D'accord. Et j'avais juste une petite autre question. Les travaux doivent être terminés pour quand? On fait un OS, bon, je parle pour une collectivité, hein, on fait un OS de démarrage, etc., pour obtenir les C2E et le coup de pouce, donc avant le 31. Les travaux doivent être terminés à quelle date? Au 1er janvier 2025? On a une latitude jusque 2030. Aujourd'hui, j'ai aucun exploitant qui est capable de me répondre. Enfin, j'ai pas d'interlocuteur qui peut apporter une réponse claire. Donc, malheureusement, je ne serai pas non plus l'interlocuteur qui pourra répondre. À l'engagement, semblerait-il, de mon collègue des GEC qui gère un petit peu plus ces sujets que moi. Mais vous pourrez peut-être échanger après. Il y avait une question là-haut et puis une dernière là. Ouais, il y aura un temps d'échange après, je vous rassure. Ok, bonjour, monsieur Almassati Adel, groupe Auchan. Pas mal de questions. J'ai une question sur le ROI, l'exemption du décret PAX. Comment il est calculé avec un coût énergétique qui évolue? Qu'est-ce qu'on intègre dedans? Je pense qu'il y a une fiche, mais je ne l'ai pas trop bien comprise. Parce qu'il ne faut pas oublier que la GTB pilote des équipements. Donc les équipements, s'ils ne sont pas pilotables, on ne pourra pas les faire connecter. Donc ça, il y a cet aspect d'investissement. C'est le nerf de la guerre. Travailler sur les protocoles, j'entends, on a fait moins 10% sur la sobriété, mais on a travaillé sur le besoin avant tout. Donc redéfinir le besoin, la conception, de se dire c'est plus 19, c'est 18 ou 20 à 19, ça dépend pour qui. Donc, et est-ce que ce BAX doit être accompagné d'une intelligence artificielle? Je pense que ça sera le nerf de la guerre, parce qu'aujourd'hui on a des GTB, on se rend compte qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion, ça ne marche pas. Donc c'est aussi un combiné digital, on va dire, un côté physique, un côté digital. Mais je pense que l'intelligence artificielle viendra nous aider, parce que, comme ça a été dit, c'est l'utilisation qui est important. C'est bien d'avoir une GTB, mais s'il n'y a pas de pilote. Et sans parler des GTBistes, malgré qu'il y en a sur le marché, ils ne sont pas nombreux, c'est compliqué en tout cas. Amandine, peut-être pour la première Oui, question. pour la première question, du coup, sur le retour sur investissement, vous aviez été nombreux à nous faire des retours sur ce problème de calcul. Donc, dans l'arrêté du 7 avril, on a justement mis dans cet arrêté toutes les hypothèses de calcul qu'il faut prendre en compte. Donc, par rapport au coût de l'énergie, donc on va prendre une moyenne de l'année précédente. Voilà. On a en tout cas toutes les hypothèses communes pour le calcul. C'est justement une moyenne. Mais voilà, et on a pris aussi un pourcentage d'économie d'énergie par rapport au BAX, qu'on a pris forfaitairement de 15%, mais qui peut être modifié dès lors qu'on a un audit énergétique du bâtiment, par exemple, qui nous permet de prouver, par exemple, que l'économie dans le bâtiment est moins importante ou plus importante, au choix. Mais voilà, toutes les hypothèses sont bien mises dans l'arrêté. Et pour l'intelligence artificielle, seconde réponse assez rapidement, soit Christophe, soit Tchongo. Et après, on prendra la dernière question et on passera à la suite. Clairement, l'intelligence artificielle est bienvenue et on l'utilise, on le déploie sur les GTB. On a des résultats autour de 25%, mais ça ne remplace pas l'humain. Donc, il faut avoir quand même un pilote digital humain aussi. Donc, on utilise les deux. Il y a des représentants, je vois des fournisseurs de ce type de services ou d'applications, et ils sont les bienvenus. C'est complémentaire. Merci. On prend la dernière question. Oui, merci. C'est Dimitri Choueri, Enegis. Les intervenants ont beaucoup mis l'accent sur les systèmes de ventilation, de chauffage et de refroidissement, au sens des CREBAX et obligations réglementaires. Quid des autres systèmes techniques, tels que l'éclairage, la déstratification, voire les recharges ou les NR? Est-ce que c'est englobé? Est-ce que c'est compris dans l'obligation du décret BAX ou pas? Oui, l'obligation, c'est bien chauffage, ventilation, climatisation, eau chaude sanitaire, éclairage intégré et production d'électricité. C'est bien l'obligation pour tous ces systèmes techniques.
Maintenant, ces raccordements uniquement pour l'existant de ceux qui ont un temps de retour sur investissement inférieur à 10 ans, pour lesquels c'est obligatoire. Maintenant, libre à vous de les intégrer tous. Bien, merci à vous tous pour vos réponses, pour vos interventions respectives. Merci à vous tous, je vous applaudis aussi.